Patrick Cohen. Bonjour Cynthia Fleury. Bonjour. Philosophe et psychanalyste, vous publiez chez Gallimard 6J l'amère, amer comme amertume, guérir du ressentiment. Comment résister à ce poison, cette amertume qui se rumine, qui se cristallise contre un autre ou contre un groupe, au point que seule sa destruction devient susceptible d'apporter une jouissance. Pour examiner, analyser ce que vous appelez un délire victimaire qui gagne nos sociétés, vous convoquez des philosophes, des psychanalystes, des historiens, des poètes, des écrivains et aussi quelques expériences personnelles. Et cela fait un grand livre de philosophie. Livre que j'ai refermé quelques heures avant de me brancher sur le débat Trump-Biden. Après avoir lu vos pages sur le phénomène fasciste, sur la production et l'encouragement du ressentiment collectif, est-ce qu'on n'a pas sous les yeux le même chemin, les mêmes mécanismes politiques ? Oui, sincèrement, on a très clairement aujourd'hui des leaders voilà, au sens générique du terme. Je ne sais pas si ce sont des leaders au sens de rectitude d'âme, mais ce sont des leaders politiques choisis et qui appuient et qui instrumentalise cette pulsion ressentimiste que, encore une fois, chacun d'entre nous, nous avons une pulsion ressentimiste. Ça, c'est pourquoi ? Parce que nous naissons avec un besoin océanique de fusion, nous voulons nous protéger, c'est normal, il y a la question de la finitude, il y a la question de la séparation qui est extrêmement douloureuse, donc on ne va pas rentrer dans tout ça, il y a cet grand invariant. Le ressentiment, c'est autre chose que simplement la traversée d'une pulsion ressentimiste. C'est l'ancrage, vous l'avez dit, Scheller dit l'auto-empoisonnement. Et la rumination. C'est la rumination, exactement. Et c'est le fait à un moment donné de rentrer dans un monde inversé où, en fait, on va faire croire que le passage à l'acte est de l'action, on va faire croire que la réaction est de l'action, on va faire croire que la rumination, encore une fois, c'est l'objectivation d'une injustice. C'est ça. Avec une déresponsabilisation. Avec une déresponsabilisation. Mieux vaut haïr qu'agir et communiquer cette haine à un groupe, écrivez-vous. Oui, en tout cas, c'est comme ça que, à un moment donné, la traduction politique de ce sentiment qui, au départ, est aussi psychique. Alors attention, il faut bien comprendre qu'il y a des conditions objectives. Oui, j'allais y venir. Mais bien évidemment. Donc c'est tout ça qui est très complexe. Mais restons un moment sur cette manipulation des foules, des masses que font les leaders. Alors, dans votre livre, vous développez surtout les analyses qui ont été faites sur les systèmes fascistes, mais bon, voilà, on a des leaders autoritaires aussi. En fait, il faut comprendre que le générique qui nous intéresse dans le phénomène fasciste, c'est précisément ce générique ressentimiste. Et celui-là, il est psychique avant d'être historique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il adviendra de nouveau, de fait. Et ce qu'on a entendu cette nuit, dans ce débat américain Trump-Biden, je pensais à ce que vous dites par exemple sur le langage. L'homme ressentimiste choisit délibérément d'user du langage pour dégrader l'autre. Il n'est plus au service de l'esprit critique, mais de la pulsion. On est en plein dedans. On est en plein dedans et on voit aussi que toute notre économie accueille cela, parce que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a une sorte de pacte inconscient ou conscient entre tout cet univers dénarcissisant et puis tout l'univers renarcissisant qui va mettre en spectacle la pulsion et qui va aussi offrir une société de consommation particulière où chacun va pouvoir avoir 2 minutes où il se sent bien parce qu'il va consommer telle ou telle chose et qui va lui donner le sentiment d'être là. Donc ça, c'est cette dialectique qu'il faut cerner. Et effectivement, un des premiers outils utilisés dans le ressentiment, avant même la violence physique, c'est la violence dans le langage. Alors, vous l'avez dit, des conditions objectives, parce que le ressentiment est un affect qu'on peut manipuler, exacerber, mais qui souvent repose sur une base réelle. Le sentiment d'injustice, d'humiliation, l'homme du ressentiment le vit comme une juste colère, écrivez-vous. Et pourtant, vous allez nous expliquer ça, vous doutez de sa sincérité réelle. Pourquoi ? Oui, parce que c'est extrêmement compliqué, encore une fois. Voilà, c'est le pas de plus, le ressentiment. Donc, si vous voulez, la conscientisation et l'objectivation d'une douleur, c'est une chose tout à fait réelle. L'enjeu, c'est de savoir comment on dépasse cette douleur. Est-ce qu'on dépasse cette douleur précisément à l'aide d'un outil qui est utilisé en psychanalyse et puis en fait tout simplement en analyse tout court, c'est la question de la sublimation, ou est-ce qu'on va dans une utilisation ressentimiste qui en fait
empêche la transformation et le dépassement de la douleur, puisque vous y restez et vous construisez votre identité à partir de ça. Vous essentialisez cela. Donc là, pour le coup, à un moment donné, vous vous clivez. Vous n'êtes plus sujet. Donc quand vous n'êtes plus sujet, moi c'est mon hypothèse, hein, quand vous n'êtes plus sujet, de fait, vous allez aller vers un... comment dire ça vous ne pouvez pas être dans une sincérité, si vous voulez. Vous êtes aliéné au départ, vous n'êtes plus sujet. Donc moi, mon enjeu, c'est d'essayer de montrer comment on reste sujet en traversant ces épreuves-là, comment on rend à la politique en fait les luttes qui doivent aller à la politique, parce que c'est pas du tout un essai sur la psychologisation de la politique, si vous voulez. C'est précisément l'inverse, c'est de dire, mon Dieu, il faut absolument donner comment dire, aux politiques son enjeu de lutter et de tout faire institutionnellement et non institutionnellement pour lutter contre les conditions objectives de renforcement du ressentiment, mais en revanche, il y a quelque chose qui est indépassable et qui est le fait que, en tant que sujet, parce que je défends le fait qu'il y ait un sujet, il faut lutter contre la pulsion ressentimiste. Oui, il y a des pages très éclairantes sur les apolitiques et ceux qu'ils pensent au fond d'eux-mêmes. Ce qu'on entend aujourd'hui. Ce qui est intéressant et ce qui n'est pas banal, Cynthia Fleury, c'est que vous faites entrer de la psychanalyse dans l'analyse politique et vous le soulignez, ça n'est pas très fréquent. Non, ça n'est pas très fréquent, mais je pense que malgré tout, c'est nécessaire aujourd'hui pour une simple raison, si vous voulez, historique, c'est que la place de l'individu aujourd'hui n'est pas au même endroit. Donc, l'individu dans sa conception antique, c'est quasiment inexistant. La conception du sujet est très très différente. Même encore il y a 2 siècles. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où le viatique premier de l'histoire, en tout cas, ça changera peut-être demain, mais là aujourd'hui, c'est l'individu. Donc ne pas interroger les bases caractérielles de cet individu, c'est manquer en fait une porte d'entrée directe dans l'histoire. Bien sûr, la sociologie ne suffit plus. Dans nos sociétés individualistes, il faut regarder aussi la psyché des uns et des autres. Alors comment en sortir ? Il y a beaucoup de réponses, de pistes dans votre livre. Mais c'est la psychanalyste, semble-t-il, qui reprend le dessus quand je vous lis, Cynthia Fleury. Vous répondez par un travail sur soi-même. D'abord, résister à la vengeance, à l'esprit de vengeance, rentrer en conflit avec le ressentiment lui-même et non pas avec l'objet du ressentiment. C'est ce que vous préconisez en quelque sorte. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de comprendre que, encore une fois, il y a positivement des injustices. Et en revanche, il y a aussi le fait, à un moment donné, par une subtile et peu subtile, perverse en fait, opération de l'esprit et une opération émotionnelle et psychique, le fait de transformer cette injustice en ressentiment et de dire que c'est la même chose. Et donc, par là même, de légitimer le ressentiment en disant mais ma colère est juste, je suis du côté du juste, je suis du côté de la pureté et donc j'ai totalement le droit, comme disait Aragon, à être féroce. Bon, et donc on valide, si vous voulez, le fait que la violence à un moment donné a une légitimité propre. Moi, alors après on peut me dire que c'est faux. Je pars du principe que la violence n'est pas un outil de régulation. Et que c'est la sublimation de la violence, donc je nie pas la violence, mais que c'est la sublimation de la violence qui est un outil de régulation. Et un outil de régulation au sens individuel, rester sujet, ne pas être dominé par notre pulsion, parce que je pense que c'est ça, être sujet aussi, et puis bien sûr, rester sujet avec les luttes, les mouvements sociaux, et ne pas considérer que, tiens, vous savez quoi, le moteur intéressant de l'histoire et le seul moteur de transformation sociale, c'est le ressentiment. Et c'est la destruction de l'autre. Retrouver aussi sa capacité à voir, à admirer, à aimer, à s'émerveiller aussi, parce que c'est quelque chose qui caractérise les hommes et les femmes du ressentiment. Oui, le ressentiment, c'est très bien expliqué par Scheller, qui explique que ça commence avec effectivement une petite focalisation, et en fait, c'est tellement un poison que ça irradie, et qu'à un moment donné, on ne sait plus, on ne sait plus ce qui est dedans, puis c'est tellement immense, ça permet, encore une fois, cet univers pulsionnel de faire rentrer tout dedans et d'indéterminer le monde. Et le problème, c'est qu'indéterminer le monde, nous nous nourrissons du monde. Et que si à un moment donné, le monde est trop indéterminé, nous ne pouvons plus produire un sujet digne de ce nom. Donc, en fait, on a besoin, si vous voulez, de relations qualitatives avec ce monde pour
ne pas s'éteindre, ne pas devenir aliéné. Pour finir, Cynthia Fleury, je voudrais qu'on quitte la réflexion que nous avons avec vous depuis le début de cet entretien, et je voudrais que vous nous parliez de votre façon d'échapper au ressentiment. Parlez-nous de Rilke, de Rainer Maria Rilke et de sa poésie douloureuse. Pourquoi j'ai choisi ce... Alors ça, c'est vraiment... Alors là, pour le coup, c'est de fait un territoire personnel, mais si peu en même temps, parce que c'est le territoire tellement... Écoutez, quand moi j'ai fait une thèse qui était il y a maintenant 20 ans sur le pouvoir de l'imagination. Et c'est vrai qu'à cette époque, j'avais découvert un petit peu avant les élégies de Duino et puis toute la poésie de Rilke. Et puis il y avait cette figure que Rilke appelle l'ouvert, avec un grand O. Bon, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cet ouvert? Et il appelait ça également le calme regard de l'animal, et notamment le calme regard de l'animal lorsqu'il souffre. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'à un moment donné, quand tout se clôt, il y a des alliés. Et moi, je pense qu'il y a des alliés parmi les poètes, mais pas simplement parmi les poètes, parmi tous ceux qui, à un moment donné, défendent une relation qualitative à l'intelligence, au monde, à l'esthétique, etc. Et que par ce viatique, on peut retrouver un peu de ressourcement. C'est extrêmement difficile, hein. Je ne dis pas que c'est simple, le chemin n'est pas simple. Et je rassure les uns et les autres, je ne propose pas uniquement ce chemin de la sublimation. Mais il y a cette phrase du Zarathustra qu'il faut malgré tout entendre, qui clôt d'ailleurs le livre, où il est écrit « Toutes choses veulent être tes médecins ». Donc, ça veut dire quoi? Répétez cette phrase de Nietzsche. Toutes choses veulent être tes médecins. Ça veut dire que, fondamentalement, à un moment donné, même la toute petite puissance en nous, la lumière qui fait que je décide, en fait, si vous voulez, vouloir une décision, c'est d'abord décider une décision avant même qu'elle existe. Ouais. Et c'est pas du tout un pouvoir magique, hein, c'est pas ça. Non. Mais c'est une vérité, encore une fois, psychique. Donc, il faut comprendre la différence entre une vérité psychique qui anime un sujet et puis une vérité historique qui se construit aussi par des mouvements sociaux. Sauf que ces mouvements sociaux aujourd'hui, ils sont essentiellement portés par ce fameux individu qui, lui, a un rapport à la vérité psychique très particulier. C.J. Lamer, guérir du ressentiment chez Gallimard. Merci beaucoup Cynthia Fleury d'être venue nous en parler. Europe Midi, Patrick Cohen. Dans un instant de 13h de Christophe Lamar et puis la France bouge. Bonne journée à l'écoute.